Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici le programme de votre soirée. Cette semaine, au box-office, dans vos salles de cinéma habituelles, Sound of Freedom du réalisateur mexicain Alejandro Monteverde. Véritable triomphe au box-office, ce thriller qui s'inspire d'une histoire vraie fait couler beaucoup d'encre sur la toile depuis sa sortie en salle. Entre théorie du complot et messages chrétiens, il n'en demeure pas moins que ce film soulève un réel problème actuel, celui du trafic d'êtres humains et notamment le trafic sexuel d'enfants. Qui n'a pas rêvé de pouvoir fouler le tapis rouge du prestigieux Festival de Cannes, l'événement culturel le plus médiatisé au monde? Eh bien, notre invitée du jour, Clotilde Richalet-Zutch, l'a fait. En effet, chaque année pendant 15 ans, elle y a participé en tant que photographe. Enfin, à travers le documentaire Paradis perdu, Niger, un fleuve à la dérive, nous verrons les ravages du réchauffement climatique sur ce pays d'Afrique de l'Ouest. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à aller voir au cinéma. Bon, après les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais cela vous donnera donc déjà une bonne idée de films intéressants à aller voir dans les salles obscures. On les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Sound of Freedom. On y suit Tim Ballard, un agent spécial américain du département de la sécurité intérieure qui, après avoir sauvé un garçon des mains d'un réseau de pédophiles, démissionne pour tenter de délivrer la sœur de ce dernier qui se trouve en Colombie, et ce, au péril de sa vie. On regarde tout de suite la bande-annonce. C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Tu fais ça depuis combien de temps? 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté? 288. Combien d'enfants t'as retrouvé? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te prometo. Un thriller très noir qui renvoie malheureusement à une réalité assez tragique. Enfin, 10 ans après le dernier volet de Hunger Games, la franchise qui a révélé l'actrice Jennifer Lawrence revient avec un préquel consacré à la jeunesse du méchant président Snow. À l'approche des 10e Hunger Games, il sera bien malgré lui le mentor de Lucy Gray Baird, originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Mais le charme de Lucy Gray va captiver le public. Snow y voit l'opportunité de changer son destin et se lance ainsi dans une course contre la montre pour découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. On regarde la bande-annonce. Monsieur Snow, après tout ce que vous avez vu dans le monde, dites-nous à quoi servent les Hunger Games. Are you coming to the tree? Les jeux sont là pour punir les districts. Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants. Nous sommes en direct! Souriez, c'est pour ça qu'on a des dents. Imagine que ton nom a été tiré à la moisson. Strange things can happen here. J'aurais juste envie qu'une personne se soucie un peu de moi, comme si j'avais encore de la valeur. Bienvenue au Capitole. On dirait que tu n'es pas à ta place ici. En effet, mais je suis ton mentor. Un rebelle. Voyons de quelle façon on devient un prédateur.
Si vous êtes fan de cette saga, il faut aller absolument le voir. Alors en tout cas, ces deux films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors depuis plus de 70 ans, le Festival de Cannes célèbre le cinéma. Chaque année au mois de mai, les plus grands réalisateurs, acteurs et cinéphiles s'y retrouvent. Et justement, ce soir, nous avons le privilège de recevoir Clotilde Richalet-Zutch, qui a été photographe officielle au sein du service de presse audio de ce festival pendant 15 ans. Véritable globe-trotteuse, avec elle nous reviendrons sur sa carrière en tant que photographe professionnel, mais également sur ses projets en cours dans votre chronique Gros Plan. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Stéphanie. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, je l'ai rappelé en début d'émission, tous les ans pendant 15 ans, tu as été photographe officiel au Festival de Cannes. Ça fait rêver, hein, le Festival de Cannes, c'est quand même l'un des plus grands festivals de cinéma donc, au monde. Mais pour en arriver là, donc, quel a été ton parcours? Est-ce que la photographie de cinéma, c'était ton but ultime? Raconte-nous ton histoire. Alors non, je pense que la photographie en général, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire étant plus jeune et qui s'est concrétisé en grandissant. J'ai fait des études d'histoire de l'art et ensuite j'ai fait une école de photo. Et oui, là, j'ai toujours voulu faire de la photo, j'ai toujours pris des photos depuis longtemps. Et en école, on a eu la chance, c'était une école qui s'appelle Icar Photo. Et on a eu la chance d'être pris comme stagiaire. Enfin, on était tous les ans, ils prenaient 2 ou 3 élèves pour être stagiaire au Festival de Cannes. Donc, c'était pendant juste les 2-3 semaines de festival. Et on avait la chance de couvrir tout, les montées des marches, les photocalls, les remises de médailles, tout un peu les backstage. Et on avait des places privilégiées au sein du festival pour prendre des photos. Donc j'ai beaucoup appris. Dire que c'était mon rêve au début, le festival, non. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les pieds dedans, évidemment, on veut plus s'arrêter, on veut y retourner tous les ans. J'imagine. Hein. Et donc j'ai fait le stage, j'ai eu la chance de faire le stage une année, 2 années. C'était le passage au numérique. Et en fait, ils ont eu besoin de quelqu'un pour, en gros, faire l'editing et encadrer les photographes stagiaires. Donc ils m'ont fait une création de poste et ils m'ont posé le poste juste après mes stages. Et donc j'ai pu rester 13 ans de plus. Alors, j'ai ouï dire que tu étais aussi spécialiste de la photographie canine, parce que tu as commencé aussi comme ça. Exactement. En fait, encore une fois, c'est en sortant de l'école, les différentes opportunités que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que la photo canine, c'est parce que j'avais moi mon chien et que j'ai commencé à l'emmener au club canin le week-end, etc. Et j'ai vu que y avait un marché. En fait, dans la photographie, il y a plein de métiers différents, plein de spécialités différentes. Et du coup, j'ai commencé à faire des portraits des chiens, des copains au club canin le week-end. Et ça s'est développé beaucoup. Et après, même en fait, dans le domaine de la photographie canine, il y a plein de niches, jeu de mots obligé, mais il y a plein de niches différentes. Et donc j'ai fait des photos pour des particuliers. Après j'ai fait des photos pour des élevages. Des concours de chiens aussi? Pour des concours de chiens, parce qu'il y a des concours de beauté. Enfin, nous on appelle ça concours de beauté, mais c'est des concours de la CCI, la Société Centrale Canine, la SCI, pardon, Société Centrale Canine, qui, oui, effectivement, les chiens, il y a des différentes races et il y a des standards pour chaque race. Il faut que le chien mesure telle hauteur, etc. Enfin, donc là, c'est les photos que vous êtes en train de montrer. En 2000... Il y a longtemps. Il y a quelques années, j'ai fait un tour du monde des expositions de chiens. Et donc, j'ai fait 10 pays en 1 an. Oh, bah dis donc. Ouais. Et dans des endroits absolument superbes. J'ai fait le Madison Square Garden à New York, qui était rempli pendant 3 jours de chiens. Des choses plus petites à Malte, un petit concours. Je suis passée par Tokyo, par Bangkok, par Lima. J'avais fait un beau tour et il y a un livre qui était sorti en 2011, 10 ou 11, qui s'appelait World Dog Show Tour, et avec toutes les images en noir et blanc que vous êtes en train de passer là. Magnifique. Mais il y a aussi eu des chiens de traîneau. Oui. Et ça, c'était une belle expérience. Après, c'est pareil, c'est un peu comme le Festival de Cannes, c'est super intense, c'est pendant 2 ou 3 semaines. Mais c'est une course de chiens de traîneau qui est toujours, qui existe toujours dans les Alpes, qui s'appelle la Grande Odyssée. Grande Odyssée VVF, il me semble maintenant, pour être précis. Et c'est une course qui a 20 ans. Et ils ont sorti cette année un bouquin justement rétrospectif de ces 20 années de course qui est en Calédonie, je ne sais pas, mais en métropole, qui est en vente depuis quelques semaines. Eh bien, donc ça s'appelle La Grande Odyssée. Hein. Oui.
Alors, en tout cas, ces 10 dernières années, donc, tu as principalement travaillé aussi sur des projets photographiques autour des femmes. Donc, il y a eu par exemple le projet autour des femmes en Asie du Sud-Est. C'est bien ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet en Asie du Sud-Est ? Oui, alors c'était super intéressant et c'est vrai que c'est un des premiers sujets autour des femmes que j'ai fait. J'habitais à Singapour entre 2013 et 2016 et en fait j'ai juste commencé dans Singapour à prendre des photos de rue, un peu de photos de rue et je m'arrêtais sur les femmes. Il y a une telle diversité de culture, de religion, de genre. Enfin, Singapour vraiment c'est le hub un peu de l'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, donc juste comme ça pour prendre des photos de rue le week-end, le soir, etc. J'avais commencé à faire des photos de femmes et en fait le projet a grossi. Il y avait une petite galerie avec qui je m'entendais bien, bref, qui m'avait dit mais si tu fais grossir le projet, faut qu'on voit ce qu'on peut en faire, peut-être qu'on pourra l'exposer. Après j'ai des alliances françaises qui se sont mis dans la boucle et du coup effectivement j'ai fait des photos de femmes de rue. Pendant 1 an et c'est pareil, un peu comme pour les chiens, ça m'a permis d'aller me promener à droite à gauche, donc j'ai fait un tour du Vietnam, du Laos, du Cambodge, Myanmar, Singapour, Malaisie, Indonésie, etc. Donc ça permet de découvrir les différentes communautés en fait. Ouais, complètement. Alors en fait, tu as aussi, je l'ai dit précédemment, donc je le répète beaucoup depuis 15 ans, tous les ans depuis 15 ans, donc tu as été photographe officiel au Festival de Cannes. Et en 2018, il y a eu cette montée des marches de 82 femmes du 7e art pour réclamer la parité et l'égalité salariale. Et d'ailleurs, ça t'a inspiré un projet. Exactement. Alors, dis-nous tout. C'est génial que vous ayez les images. C'était un sacré truc cette année-là. Moi, j'étais dans l'organisation plus ou moins, mais en tous les cas, j'étais là quand la montée des marches a eu lieu. Et c'était vraiment impressionnant. Donc, je reviens sur le nombre de femmes qui ont monté les marches ce jour-là. Elles étaient 82. Et c'est pour ça que moi, j'ai appelé mon projet 82 Women by a Woman. C'était pour faire le petit clin d'œil aux 82. Depuis que le festival existe, donc ça fait 75, maintenant ça doit faire plus 78 ans. Oui, plus de 70 ans, ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a eu que 82 femmes réalisatrices qui ont été sélectionnées en sélection officielle. Contre, je crois que le chiffre, c'était 2780 hommes. Effectivement, il y a une sacrée différence. Donc voilà, donc ça c'est juste pour le petit détail des 82. Et donc moi après cette montée des marches des 82 femmes, je suis partie, j'étais déjà en Amérique du Sud. On était en train de faire un road trip Amérique centrale, Amérique du Sud. Et quand je suis repartie de Cannes cette année-là et que je suis arrivée en Colombie, j'ai voulu représenter, faire un projet moi aussi sur les femmes et représenter 82 femmes qui font le cinéma sud-américain. Donc j'ai commencé en Colombie et c'est parti et ça a bien marché. Je crois que mes 82 femmes, je les avais en 2 ou 3 pays alors que j'en avais 10 à faire. Donc finalement, je me suis retrouvée avec plus de 300 portraits d'actrices, de productrices, de réalisatrices, toutes les femmes de directrices de cinéma, directrices de festivals de films. Et c'était une super année parce que dans chaque pays où je rencontrais une actrice ou une productrice qui me disait « Ah, mais tu connais pas un tel au Pérou qui est maquilleuse, faut que tu ailles la rencontrer. » Donc quand j'arrivais là-bas, j'avais déjà des contacts. Et en fait, le projet a grossi et c'était super. Et c'est là aussi que j'ai commencé à écrire parce que j'ai fait un portrait de chacune, mais aussi à chaque fois, je faisais une petite interview. Et voilà. Ce projet, il a été exposé 9 fois ? Ouais. 9 fois, alors il y en a eu plusieurs en Amérique du Sud. Il y a l'année d'après que j'ai fait des photos justement en Colombie, il y a le BAM, le Bogota Audiovisual Market qui l'a exposé. Il y a plusieurs festivals de cinéma qui l'ont exposé. Et après, en France, ça a été exposé dans des cinémas à Paris, à l'Arlequin, parce qu'il y a le festival, je vais pas retrouver le nom, du film latino en gros. Oh, s'ils voient ça, ils vont me tuer. Le festival du film colombien, je crois même plus. Il y en a tellement, donc c'est normal, on va dire. Donc j'ai exposé un peu en France aussi. Et puis surtout, j'ai eu la chance de présenter le projet à Sciences Po. Et il y a Olivier Damen qui bosse à Sciences Po et qui a adoré le projet et qui a voulu m'aider à le faire grossir. Et ça a été top aussi parce qu'une petite équipe de stagiaires s'est mise à traduire toutes mes interviews. Et on a fait grossir le truc et ça a tout été publié justement sur le site de Sciences Po et sur le site de l'OPALC, qui est l'Observatoire politique des sciences des Amériques latines et des Caraïbes. Merci. J'ai bien révisé. En tout cas, Festival de Cannes que tu as aussi fait découvrir aux Calédoniens, donc à travers ton exposition Inside Cannes à l'Arc Factory, donc c'était en mai dernier.
Alors, est-ce que cette rétrospective de ta carrière, enfin, en tout cas concernant le Festival de Cannes, c'était important pour toi de la faire? Oui, moi Cannes, ça a été un des jobs très marquants et où j'ai appris beaucoup dans ma carrière. J'ai commencé stagiaire et j'y suis restée 15 ans, donc il y a eu une grosse évolution dans ma façon de prendre des photos et puis ma relation aussi professionnelle dans ce milieu-là. Et je suis absolument ravie. Ça, c'est vraiment une idée de Johanna Chergui de l'Art Factory, qui, quand on discutait et qu'elle a vu mes photos de Cannes, a tout de suite vraiment voulu faire une rétrospective et puis surtout montrer un peu un regard nouveau du festival. J'essaye toujours, comme cette photo-là, d'être un peu en retrait, de faire un peu comme si on était, qu'on voyait les choses par la lucarne, enfin, de sortir un peu des photos classiques. C'est pour ça aussi que j'aime le noir et blanc. Je trouve que ça donne un côté un peu intemporel et ça peut réunir toutes les années. Oui. Là-dedans, il y a des photos qui datent de 2005. Les émotions, elles passent mieux, je trouve, le noir et blanc. Ouais, moi aussi. J'aime beaucoup le noir et blanc. Alors, est-ce que justement tu as une petite anecdote à nous raconter sur ce fameux festival de Cannes? Enfin, j'imagine qu'en 15 ans, tu as des petites histoires. Il y en a beaucoup. J'ai envie de dire que l'anecdote la plus sympa de tous les festivals réunis quand on est photographe, c'est la fin de journée. C'est quand justement tout s'arrête, qu'on est enfin tranquille, qu'on a déchargé, édité, trié, envoyé et qu'on se retrouve justement entre photographes au petit bar du coin, le seul qui ferme tard, puisque nous on finit déjà très tard. Et je pense que les meilleures anecdotes, c'est ça, c'est quand on se retrouve entre photographes, parce que tout le monde est là. Beaucoup de photographes sont là, donc généralement c'est l'événement de l'année où on peut tous se retrouver et faire la fête ensemble. Alors en juin dernier, s'est tenue la 25e édition du Festival du cinéma de La Foi. Et donc toi, tu y as participé, tu as présenté donc ton exposition 25 portraits de réalisateurs et réalisatrices calédoniens et calédoniennes en accès libre donc à la mairie de La Foi, mais aussi sur les grilles de l'hôtel de ville de Nouméa. Quel message tu voulais faire passer à travers cette exposition ? C'était vraiment... ça encore, merci à Delphine Ollier qui m'a fait confiance et qui m'a laissé la chance de faire cette expo avec elle, dans ce travail avec elle. C'était vraiment de mettre en valeur les réalisateurs. Je pense que souvent, dans les films, on met en valeur ce qui est normal, les acteurs, les actrices, etc. Les réalisateurs, c'est toujours un peu des gens qui sont dans l'ombre. Donc pour une fois, vraiment les mettre en avant, faire un beau portrait d'eux, je trouve que c'était une belle idée. Et pour les 25 ans... de La Foi, faire 25 réalisateurs, c'était chouette. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier d'être photographe? C'est de pouvoir voyager, aller au quatre... Parce que j'ai remarqué que tu étais une véritable globe-trotteuse. Ouais, je pense que c'est un mélange de faire de la photo comme excuse pour voyager et en même temps, comme j'ai toujours aimé voyager et que j'ai toujours voyagé, il me fallait une excuse pour faire de l'argent pendant que je voyageais. Donc les deux se sont imbriqués très très vite l'un dans l'autre. Donc ouais, mais ce qui me plaît dans la photo, je crois que c'est de pouvoir voyager, de rencontrer des gens différents. Parce que c'est toujours les rencontres. Moi, je fais pas de photos de paysage ou choses comme ça, mais c'est toujours des rencontres et c'est toujours partager des moments avec des gens des quatre coins du monde qui ont des perspectives différentes, qui font des métiers différents, qui nous apportent beaucoup, quoi. Ouais, exactement. Alors, dernière question, Clotilde. Déjà ? Oui, ça passe vite, dis donc. Hein. C'est plus rapide que le Festival de Cannes. Hein. Alors, justement, parle-nous. En ce moment, il y a une exposition. Donc, justement, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, merci de me demander. En ce moment, en fait, cette année, il y a quelques mois, on a monté un collectif de photographes ici à Nouméa, en Calédonie. Et donc on est 10 photographes qui se sont réunis. Tous, on vient plus ou moins, mais en tous les cas, on vient de la presse. Et on voulait justement sortir cette photo de presse qu'on voit dans les journaux et dans les magazines, etc. Et la sortir des journaux justement et la mettre en galerie pour offrir une vision au grand public de ce qu'on peut faire. Que le journalisme, c'est pas que des petites photos vite fait entre guillemets, mais que c'est un vrai métier d'être photojournaliste et qu'on travaille sur nos sujets et qu'on fait de belles photos, même si elles sont publiées dans des petits encarts, des fois dans les journaux. Donc, merci à Johanna Chergui de l'Art Factory. Merci à la Province Sud parce qu'on a gagné l'appel à l'exposition il y a quelques mois, donc ce qui nous a bien aidé à financer justement les tirages, les encadrements, etc. Et donc n'hésitez pas à aller voir. C'est à l'Art Factory, 5 rue Jean Jaurès,
Et voilà, vous c'est jusqu'au verrez, 1er décembre. Oui, et vous verrez. Donc il y a 10 photographes différents. On Alors, a je vais chacun rappeler les 5 noms si photos. tu me permets. Oui, merci. Alors, donc il y a Éric Aubry, je m'excuse si je prononce mal. Hein. Éric Aubry, Dominique Caton, Éric Delerba, Audrey Dong, Gilda de la Monéré, Jules Maloco, Delphine Mayer, Nicolas Petit, Théo Roubi et toi-même. Oui, c'est ça. Donc, c'est une exposition visible à l'Art Factory jusqu'au 1er décembre. Exactement. Voilà. Donc, comme ça, si vous voulez la voir, vous avez jusqu'au 1er décembre pour découvrir cette très belle exposition. Clotilde, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à toi encore une fois de m'avoir invité. Et puis, bonne continuation à toi pour la suite de tes projets, car j'imagine que ça foisonne. Ouais, ça part un peu dans tous les sens en ce moment, mais il y a des choses qui se préparent, c'est sûr. Alors, à l'heure où le réchauffement climatique est une priorité pour la majorité de la population, le cinéma se met au vert pour nous faire réagir sur ces questions environnementales. On en parle justement dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va toujours? Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Eh bien ce soir, nous allons continuer avec notre série Paradis perdu, la série d'Arte. Hein. Alors après Tuvalu, la Chine et le pôle Nord, cette fois-ci, direction l'Afrique et plus précisément, le Mali, avec le reportage Niger, un fleuve à la dérive. Un documentaire de Philippe Cantantini, sorti en 2005. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose que l'on regarde un petit extrait. Situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, privé de façade maritime, le Mali est traversé sur 1700 km par le fleuve des fleuves, le Niger. Cette artère est vitale pour les 12 millions d'habitants du pays, dont 70% vivent des ressources de la terre et de l'eau. Pendant 3000 ans, ce fleuve a été source de richesse pour tous les peuples de la région, parmi lesquels on trouve les Bambara, les Peuls et les Bozo. Ces différentes ethnies ont toujours su cohabiter au cours des siècles passés. Ainsi, depuis la nuit des temps, les Bambara sont agriculteurs, les Peuls éleveurs et les Bozo pêcheurs. Et voilà pour cet extrait. À peine 3 petits poissons pour le vieux Mamadou qui a une vingtaine d'enfants, il faut le savoir. Donc, alors ce fleuve, revenons à cette histoire de fleuve. Le fleuve Niger, c'est le 3e plus grand, ou disons plus long fleuve d'Afrique après le Nil. Et le Congo. Effectivement, bravo Stéphanie. Alors il prend sa source en Guinée à 800 mètres d'altitude au pied du mont Loma et passe par une grande boucle aux confins du Sahara avant de se jeter dans l'océan Atlantique au niveau du Nigeria. Son cours traverse ou aborde 6 États, la Sierra Leone, la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria, parmi lesquels 2 tirent leur nom directement, le Niger et le Nigeria. Alors comme il est dit dans cet extrait, c'est une artère vitale pour 12 millions de personnes, rien qu'au Mali. 3000 ans que les différents peuples de la région cohabitent grâce à lui et avec lui. Car autrefois, la mousson africaine irriguait chaque été la vaste étendue du désert sahélien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. L'eau saisonnière se fait de plus en plus rare, la sécheresse s'accentue et en conséquence, la vie des habitants du Sahel se désorganise complètement en fait. Conséquence du réchauffement climatique direct. Alors en Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger menacé par l'avancée du désert se tarit. Il faut savoir qu'en 1984, à Niamey, c'est plutôt au niveau du Niger, la capitale du Niger, pour la première fois, le lit du fleuve fut à sec. En 84, vous vous rendez compte, ça fait déjà 39 ans qu'il rencontre des problèmes. Jamais de mémoire d'homme, on avait vu ce fleuve à sec de cette façon-là. Les pêcheurs Bozo quittent donc les lieux et deviennent nomades. Ils parcourent le pays à la recherche de plans d'eau suffisamment vastes et creux pour pêcher. Parallèlement, les éleveurs Peuls, eux, cherchent des pâturages pour leur bétail. Les conflits entre ces 2 ethnies s'accroissent au rythme de la sécheresse. Et les nomades, par tradition, et ceux qui sont devenus par la force des choses, finissent bien souvent dans les bidonvilles de Bamako ou de Mopti. L'équilibre de la plus grande zone humide d'Afrique de l'Ouest est menacé de toutes parts. Sans parler aujourd'hui de la guerre qui est là-bas. Et du coup, les habitants, en plus de subir la sécheresse, ils subissent la guerre entre la junte malienne et les rebelles djihadistes Touareg au nord du Mali. Donc voilà. Voilà pour cette petite rubrique, Steph. Bon, en tout cas, c'était important d'en parler car nous sommes tous concernés quand même par les dérèglements climatiques. Et effectivement, oui.
À noter dans vos agendas, Mathieu, et vous à la maison, que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 20 novembre dès 19h55. Enfin, ce soir, avec King Taz, vous saurez tout sur le 8e plus gros succès du box-office en France. Je parle bien entendu du film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de qui t'êtes pas prêts, quoi. T'as mal et sérieux. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler de l'adaptation de BD sûrement la plus réussie. Ah, je sais, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Bien joué, mon frère. Alain Chabat, c'est mon idole aussi. Mon gars, je pense que je connais tout sur ce film. Il va en falloir pour me surprendre. Ok, je relève le défi. Est-ce que tu savais que le monologue d'Otis était totalement improvisé? Oui. Ok, on va passer à l'étape supérieure. Le scénario du fameux film d'Alain Chabat, sorti en 2002, n'a jamais cessé de changer jusqu'à la fin. Par exemple, est-ce que tu savais que Joe Star devait avoir un rôle dans le film? Ah ouais. Et c'était quoi son nom? Nick la police. Il n'a pas participé au film après un énième remaniement du scénario, mais a quand même interprété le titre Gazelle. J'ai pas fini. La fameuse scène de Itinéris. Ah oui, elle me fait délirer cette scène. Eh ben, elle a été décidée sur le tournage. Ouah, ils ont dû tellement rigoler sur le tournage avec toutes ces têtes d'affiche. Ça, c'est sûr. Mais ils sont quand même passés par de sales phases. Tu vois cette fameuse scène? Ouais. Eh bien, imagine-toi sous 55 degrés, couvert de tissus et perruques, avec plus de 2000 figurants à gérer, tout le monde qui dégouline de chaleur, sachant que, avec la potion magique, tu ne transpires pas normalement. Alain Chabat avec une grosse tourista qui dirige son film depuis les toilettes avec un talkie-walkie. Et pour finir, une tempête de sable qui dure 2 jours. Oh, j'aime. Mais comment ils ont fait du coup? Ils ont caché des maquilleurs et des coiffeurs partout sur la scène et ils ont dû retoucher et éponger chaque acteur et figurant. Pendant que la tempête faisait son affaire, ils ont suspendu le tournage et ont tourné les scènes en intérieur. Et Chabat, je suppose que sa tourista, elle est passée. Effectivement, ça a pas dû être de tout repos, hein. Et ouais, c'est la magie du cinéma. Et oui, au cinéma, tout est possible. Alors, le temps passe tellement vite, il est déjà l'heure de se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.